Donc, je suis psychologue dans un service de neurologie adulte et je rencontre des patients qu'on appelle souffrant de pathologies dites dégénératives, ce qui est assez négatif dans un premier temps. Et j'ai constaté, comme beaucoup de gens, en fait, la majorité, même que les critères actuels concernant les valeurs de la personne tournent autour de l'autonomie, la rentabilité, l'utilité et les performances. Donc il faut une certaine forme de résistance pour continuer à travailler dans un service de neurologie où toutes ces valeurs-là sont complètement mises de côté. Dans les pathologies sévères telles que la maladie d'Alzheimer, l'accident vasculaire cérébral, mais également la sclérose en plaques, je ne vais pas donner toute la liste, les séquelles sont souvent durables, insistantes, et il faut approcher autrement la personne humaine. Les progrès actuels de la recherche en pharmacologie sont ce qu'ils sont, mais n'ont pas permis à ce jour de trouver vraiment des thérapeutiques et des molécules efficaces. On peut retarder certains processus, mais on ne peut pas les enrayer. Au mieux, on constate un ralentissement dans l'avancée des maladies. Donc, ce qui met le point sur une donnée évidente, c'est qu'on doit surtout mettre l'accent sur le prendre soin, ce qui correspond, on entend souvent parler du care anglo-saxon, plutôt que sur la guérison, sur le cure, parce qu'il n'y a pas vraiment de guérison, et je crois qu'il y en a très peu en neurologie. Donc, par mon travail, j'ai essayé de dégager ce qui était commun dans les plaintes évoquées par les malades atteints de pathologies neurologiques. Quand je dis commun, j'entends ce qui se retrouve de façon universelle, mais pas équivalente. C'est-à-dire que les patients, généralement, se plaignent d'un problème à la temporalité, de problèmes de mémoire, mais chacun d'une façon singulière. Chaque patient, chaque famille, chaque accompagnant nous raconte son histoire de façon originale. Il ou elle éprouve la maladie de façon intime, personnelle. Il convient donc de trouver du singulier dans l'universel. En reprenant dans l'après-coup ce qui me semblait saillant au cours des entretiens, avec les patients mais aussi avec les familles, donc j'ai repéré 2 plaintes récurrentes. Le rapport à la temporalité, principalement la difficulté à se repérer dans le temps, la perte de ce que nous nommons communément la notion du temps. J'ai perdu, il a perdu la notion du temps. Et les troubles de la mémoire, le temps qui passe, le temps qui fuit, le temps qui manque, qui se disloque et se dérobe, et la mémoire, du moins ses lacunes et ses défaillances, tous ces signes plongent parfois le patient dans un présent angoissant, chaotique, voire morcelé et sans repère. Les modalités temporelles semblent désorganisées, elles s'éparpillent chez les patients atteints de démence. La survenue brutale de l'accident vasculaire cérébral produit une déchirure, une sorte d'effraction dans l'éprouvé de l'écoulement temporel chez les patients victimes de ce que nous appelions autrefois une attaque. Ça montrait bien le foudroiement de la personne blessée par l'accident vasculaire cérébral. J'ai donc adopté un plan de recherche qui se répartit selon 4 axes principaux. L'étude du concept du temps d'un point de vue philosophique, l'étude de la mémoire, l'approche de la maladie neurologique appréhendée selon la souffrance que je nomme éprouvée temporelle, et en mettant l'accent sur l'intérêt de la psychanalyse pour y remédier, l'écoute de type psychanalytique. Il ne s'agit pas, évidemment, je le dis brièvement, de mettre sur un divan des patients lourdement handicapés, parfois par la parole, mais en tout cas d'avoir ce genre de réflexion pour bien les écouter. En dernier lieu, j'ai tenté d'aborder la dialectique du temps et de la mémoire, qui ouvre sur la question de l'esprit. Donc, mon cheminement auprès des patients et de leur entourage m'a conduite à m'interroger sur le sens du vieillissement quand la mémoire et le sentiment d'identité s'avèrent défaillants. Ce qui fonde ce travail repose sur une question urgente. Existe-t-il encore un droit de vieillir en tant que personne reconnue dans sa dignité, dans son autonomie, quand certaines capacités déclinent ou peinent à se manifester? Cette interrogation provocatrice résulte d'une inquiétude, sous le prétexte qu'ils perdent la tête, qu'ils n'ont plus ou pas de projet. Certains patients ne manquent-ils pas de considération? La pensée des soins en neurologie n'est-elle pas trop souvent sous l'influence du cogito cartésien, pris dans son interprétation la plus stricte, la plus restrictive? C'est une pensée qui privilégie le Descartes du discours de la méthode, mais qui oublie qu'il y a un autre Descartes, celui de la fin de sa vie, qui a écrit ce magnifique livre, Les Passions de l'âme, dans lequel il redonne toute l'importance aux affects et aux sentiments. Donc, les maladies neurologiques sont toujours accompagnées de lésions cérébrales. Ces pathologies sont envisagées uniquement, quand elles sont envisagées uniquement sous l'angle de la perte de la raison, par l'étude des déficits mnésiques, par la difficulté de se repérer dans le temps, l'évaluation prend le pas sur la relation. L'humanité et la dignité sont-elles dépendantes de ces évaluations-là? Non. Il vaut mieux se référer à une approche kantienne où l'autonomie du sujet et de la personne perdure, quelles que soient ses capacités à les exprimer. Le recours à la philosophie donc, permet d'élaborer un questionnement sur les soins prodigués aux personnes atteintes de pathologies neurologiques dans une visée plus générale
la maladie et la souffrance étant considérées comme des épreuves tragiques, mais inhérentes à la condition humaine. Donc à l'hôpital, ma pratique relève à la fois de la neuropsychologie, de la psychopathologie, et quand je peux, j'essaye d'avoir toujours une réflexion éthique. Qu'en est-il de la réflexion autour de la permanence de la personne? La psychologie n'apporte pas beaucoup de réponses quand on a des personnes très très handicapées, il m'a semblé. La philosophie s'avérait incontournable pour approcher les questions du temps, de la mémoire et de l'esprit. Mon hypothèse principale était assez simple, mais difficile à élaborer. La vie spirituelle ou la vie psychique n'est pas réductible aux faits cérébraux. J'insiste parce qu'actuellement, il y a un énorme courant très très riche et porteur du point de vue des neurosciences, mais je pense que ce qu'on appelle en anglais le mind-body problem ou la théorie de l'esprit sont des axes de recherche fondamentaux, mais ne donnent pas de réponse quant à la souffrance et quant à la permanence de la personne. L'éclairage philosophique concerne la personne sans l'enfermer dans l'étude de ses capacités ou de ses performances. Ça permet également de ne pas dissoudre ni banaliser la personne dans sa pathologie, ni banaliser, sans pour autant nier l'importance du pathos. Les travaux d'Henri Bergson sur le temps et la mémoire sont concepts de durée, fait mes partenaires privilégiés pendant tout ce temps. Le temps commun structure l'organisation de la société. Ce temps commun, ce temps social, ce temps politique détermine également la place laissée à la personne ou au groupe en tant qu'acteurs principaux de la collectivité. Les différentes conceptions du temps orientent donc le sens donné à la maladie selon les sociétés. Je me suis donc référée à Mircea Eliade, à Aristote, à Platon, à Bergson pour étayer la différence cruciale qui sépare le temps de la physique et le temps de la personne. Le temps s'aborde de façon subjective pour la personne. Il est rapporté toujours à l'expérience personnelle du sujet. Ce temps, on ne peut pas le retrouver dans l'expérience désaffectivée du laboratoire. Le terme patient renvoie étymologiquement au pathos grec, la patone, qui donc renvoie aussi à l'endurance, mais également, je dirais par opposition, à l'espérance et parfois au renoncement. Les diagnostics en neurologie sont longs à poser, la plupart des maladies sont incurables, l'accompagnement des patients est destiné à durer, souvent toute une vie, cessant avec la mort du soigné et parfois aussi avec celle du soignant qui sera remplacé. Je vais vous donner peut-être une vignette clinique qui vous permettra de comprendre le sens de mon travail. Le temps du travail, parfois à l'hôpital, c'est l'aspect automatique, ritualisé des soins que nous prodiguons parfois sans trop penser aux malades. L'habitude peut être un rempart quand la souffrance est trop grande. Ce temps de la répétition et de l'automatisme, par le clivage qu'il introduit entre le patient et le soignant, peut masquer le temps de la relation. Je propose l'exemple de M. V, dont l'examen clinique et l'IRM fonctionnel évoquent une pathologie lourde. Hospitalisé depuis plusieurs semaines, joli lapsus quand on parle du temps, en attente d'un diagnostic et d'un traitement, il se plaint. Je ne suis ni une pierre, ni un bout de bois tout de même. Le temps vécu par M. V ne peut être similaire au temps vécu par les soignants, ni comparable au temps de la science. Ne comprenant pas son impatience, ou ne la supportant pas faute de réponse objective à lui proposer, faute de traitement immédiat, les soignants firent appel à moi. J'avais pour mission de le raisonner, c'est-à-dire de le convaincre à rester, de l'arraisonner dans le service, qu'il menaçait constamment de signer, de quitter en signant sa pancarte. C'est l'expression qu'on donne quand on quitte le service hospitalier. Il a fallu donc instaurer un autre temps pour concilier ces deux temporalités, celle des soignants, celle du patient, et parvenir à convaincre M. V de rester. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Bon. Pour mieux appréhender la mémoire, donc évidemment, j'ai privilégié Saint-Augustin parce que je pense que c'est le précurseur de la subjectivité moderne. En reprenant les Confessions, on se rend compte que Saint-Augustin est le premier à avoir intégré l'oubli dans la mémoire. L'oubli n'est pas simplement un déficit, en négatif, mais l'oubli fait partie du fonctionnement, enfin globalement, de la mémoire. Son intuition m'a permis d'aborder l'atteinte mémorielle dans une visée plus large et de considérer différemment les pertes de la mémoire. J'ai également essayé de privilégier aussi toujours la dimension poétique du langage, en portant attention aux souvenirs évoqués, parfois ressassés, déformés, mais qui permettent de retrouver le fil ténu des associations et de ramener telle ou telle personne à un moment particulier de son existence. Ce serait trop long, donc je vais peut-être terminer par ce que je voulais mettre en termes de conclusion. Comme le rappelle Claude Bruyère, un des philosophes, nous sommes infiniment plus que nos pensées, infiniment plus que la somme de nos actes ou de notre désir. De même, les travaux de Michel Henry et la primauté qu'il donne à l'incarnation m'ont aidé à mettre l'accent sur le corps investi par les affects, par les pulsions et la parole, et à prendre une distance nécessaire avec le corps biologique. J'insiste sur la prégnance du souvenir, sur sa répétition qui parfois prime sur son exactitude. Cet appel du passé,
cette référence intense et itérative sont fondamentaux, et cependant dérangeants. Qui n'a jamais dit ou pensé face à une personne âgée qui répète tel ou tel souvenir « tu radotes, tu l'as déjà raconté ». Nous retrouvons ce tissage, cet enchevêtrement du passé et du présent, tel qu'il se donne souvent dans l'acte de mémoire sous la plume de Chateaubriand. Évoquant ses souvenirs, alors qu'il a absolument toutes ses capacités cognitives, il se demande, en achevant de lire ses mémoires, s'ils sont d'une tête brune ou chenue. Cette confusion évoquée par l'écrivain n'est pas imputable à une pathologie neurologique, mais cette citation nous semble opportune pour rappeler que la frontière entre le normal et le pathologique est parfois poreuse. Elle ne doit pas oblitérer l'invention et la représentation à l'œuvre dans tout acte de mémoire. Qu'il émane d'une personne démente ou pas, il convient de considérer l'acte de mémoire comme une création originale et singulière, une représentation. J'ai tenté de rendre compte de l'interprétation continuelle et de l'interprétation continuelle du passé et du présent, en dépit de la restitution souvent décousue, désorganisée des souvenirs. L'abandon de la narration chronologique est nécessaire si nous voulons privilégier la relation et le don de temps. Je vous remercie. Merci.